Merci beaucoup. Bonsoir à tous, ça fait plaisir d'être là. Comme tout le monde, on se retrouve un petit peu. Alors, malheureusement, je suis désolé, mais je vais vous faire peur. Je vais quand même commencer un petit peu à faire peur, et puis après, le meilleur viendra à la suite, évidemment. Alors, on va parler un tout petit peu, durant quelques minutes, de rançongiciel, surtout les rançongiciels nouvelle génération, ce qui est en train de se passer maintenant. Comment les pirates ont modifié leur mode opératoire, qu'est-ce qu'ils utilisent comme façon d'attaquer les entreprises, les PME, vous. Et ensuite, on regarde un tout petit peu les impacts et qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger. Alors, malheureusement, il n'y a pas de patch ou de mise à jour pour la stupidité, entre parenthèses humaine. Ça, c'est une citation de Kevin Mitnick, qui est un des premiers hackers américains, qui était dans la top 10 des wanted du FBI, qui a été arrêté dans les années 90. Et on a toujours le problème de l'être humain, quand on parle de cybersécurité ou de gestion des données. Mais on va voir qu'aujourd'hui, les moyens techniques des pirates sont en train de dépasser l'être humain. Ce n'est pas une bonne nouvelle non plus. Mais pensez aux mises à jour, vous allez voir, c'est important. Alors, petit mot sur moi. Donc, Jérôme Christen, je suis actif dans la cybersécurité depuis à peu près 2015, un petit peu avant. Je viens du monde d'Internet, du développement des applications, de tout ce qui est numérique, mobile. Je suis aussi actuellement, depuis pas mal d'années, formateur à la HESSO en cybersécurité, en développement de sécurité et en protection des données. Donc, il y a des cours de protection des données, c'est aussi ça, intéressant. Et chef de projet certifié Hermès, c'est la méthode suisse de la Confédération que personne n'utilise, mais ça fait toujours joli sur le CV. Alors, je vais donc vous présenter les nouveaux modes opératoires de ces rançongiciels, et puis surtout d'abord voir en une minute comment ça fonctionnait entre guillemets avant, pour voir les changements. Et puis le double effet qui se coule, parce que maintenant les rançongiciels chiffrent et ensuite ou avant vous volent les données. C'est très sympa. Et puis donc, qu'est-ce qu'on peut faire, un peu les impacts, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir tout ça. Et à la fin, une étude de cas, mais très très rapide, d'un cas réel qui s'est passé pas loin d'ici cet été. Une PME d'une petite taille qui s'est fait chiffrer et voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Alors en introduction, quelque chose de l'actualité de l'année passée si on veut, mais ça c'est les statistiques 2020 des vols de données, alors au sens large du terme, hein, ce sont les piratages des sites, ce sont des données publiques, etc. Mais vous voyez la courbe 2020, voilà, ça a plus que doublé, pratiquement triplé. La raison, elle est toute simple, le télétravail. Les entreprises qui tout d'un coup le 15 mars se sont dit tiens, la semaine prochaine il y a le télétravail, je fais comment? Eh ben, ça donne ça au final, des entreprises mal préparées, des utilisateurs qui ne savent pas comment faire, et puis voilà, des virus, des chiffrements, voilà. Enfin, bref. Mais c'est très intéressant, et là c'est clairement lié à la pandémie, au télétravail de l'année passée. On verra les chiffres 2021, qu'est-ce que ça peut donner, mais ça c'est intéressant. Alors, un rançongiciel classique. Alors ça, c'est de la technique. Je ne vais pas faire de technique, je passe tout de suite, mais c'était juste pour... Vous voyez les étapes. Tout d'abord, on reçoit un email. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un email? Il y a des programmes anti-spam, il y a des outils de protection qui fonctionnent relativement bien, mais surtout, il y a l'être humain. L'être humain, comme on l'a vu avant, il est stupide. Il gagnait un iPhone. Oh, j'avais cliqué, super. Non, il ne faut pas. Ça, ma foi, ça reste, c'est toujours comme ça, et ça fait 20 ans que ça existe, et je pense que ça durera encore 20 ans. Maintenant, on entre dans un domaine plus technique où, dans ces emails, la plupart du temps, il y a une pièce jointe. Il y a un document Word, il y a un PDF parfois. Et là, il faut mettre des outils, il faut mettre un antivirus, il ne faut pas autoriser les macros en entreprise. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut déjà empêcher pour que l'utilisateur fasse l'erreur, si on veut. Ensuite, le virus va essayer de se connecter au réseau, d'aller sur Internet, de préparer des informations. Voilà. Donc là aussi, les antivirus doivent fonctionner. On peut mettre des outils de protection réseau, on a des outils de détection ou d'alerte, comme ça s'appelle des SOC ou des moyens de protection sur votre réseau. Mais tout ça doit faire que vous êtes alerté ou qu'on va essayer de limiter cette étape. L'étape suivante, c'est la propagation. Là, en fait, le but du virus, c'est de se mettre le plus loin possible dans votre réseau, sur tous les postes de travail, voire d'aller sur d'autres réseaux, les sauvegardes, etc. Donc là, on peut faire aussi plusieurs actions, mais principalement, soyons à jour sur les logiciels, les mots de passe forts, enfin voilà, les outils. Et,
plein de possibilités. Et au final, on a l'infection. Donc vous voyez, dans cette chaîne, on est à la fin seulement, on a le vrai chiffrement, on a le vrai infection, on a le virus qui est actif sur votre ordinateur ou sur votre réseau. Et on a plein d'étapes pour s'en protéger. Ça, c'était un tout petit peu avant. D'accord. Alors ça, vous avez peut-être vu les mots-clés, hémotète, ça c'est un virus qui était très très actif entre 2015 et 2019, donc c'est pas si vieux que ça. Mais ça maintenant, ça change déjà. La première façon de fonctionner un petit peu différente, c'est ce qu'on appelle une attaque sans fichier. Eh bien, bon, vous avez la définition ici, l'idée c'est que des robots lancent des scripts, des petits programmes à distance, qui vont essayer d'exploiter une vulnérabilité de vos outils informatiques qui sont disponibles sur Internet. D'accord ? Il y a des moyens de faire sans ça, mais en gros, c'est ça. Et l'idée, c'est qu'on va obtenir des droits administrateurs. Donc, on a tous les droits sur vos serveurs, sur vos fichiers, sur votre messagerie. Et ça peut se passer soit simplement, comme avant, un utilisateur qui clique sur un lien dans un email, ou justement des robots qui font ça automatique. Et vous voyez que dans cette deuxième partie, il n'y a plus d'interaction humaine. Et donc là, c'est des choses qui se passent toutes seules, entre guillemets. Alors un exemple, si on clique sur un lien ou si on va sur un site internet, vous pouvez aller n'importe quel site internet qui est malicieux, le navigateur s'ouvre et ce site, il a soit été piraté, soit c'est un vrai site malicieux, comme on l'appelle. L'utilisateur ouvre ça, il ne fait rien du tout. Il fait juste que taper l'adresse ou cliquer sur un lien. Ensuite, derrière, mais ça, l'utilisateur ne le voit pas, il y a un petit script, il y a un petit bout de code qui se lance. Ça, souvent, cette fenêtre de Windows, elle est cachée. Donc, l'utilisateur ne voit rien passer. Il y a un code qui s'exécute, et c'est là toute la subtilité du sans fichier, dans la mémoire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est écrit sur le disque de l'ordinateur. Et ça, malheureusement, les antivirus classiques ne le détectent pas. Et donc là, vous êtes infecté juste parce qu'un utilisateur a été sur un site, n'importe lequel, et boum, vous avez un rançongiciel. Et ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est un petit peu, c'est pour ça que je dis, je vous fais peur pour commencer. Alors, on a des moyens d'empêcher ça, mais c'est un petit peu délicat. J'ai mis dans la définition, le pirate va exploiter des vulnérabilités. Alors par contre, ça, c'est là où vous pouvez jouer, où vous pouvez vous protéger. Là, il y a l'année 2020 déjà, mais 2021 est pleine de vulnérabilités dans tous les sens, mais des choses qui ont fait la une de la presse ces derniers mois. Des problèmes avec Microsoft, beaucoup. Deux vulnérabilités Proxylogon, ProxyShell sur Exchange, donc c'est la messagerie, et une vulnérabilité qui s'appelle Print Nightmare sur les serveurs d'impression. Alors, vous pouvez regarder un petit peu tout ça, mais comment ça fonctionne ? Eh bien, regardons une vidéo. En 45 secondes, un attaquant à distance, enfin 1 minute la vidéo, mais en 45 secondes, il prend contrôle du serveur de messagerie. Et donc, du coup, il a accès à tous vos emails depuis l'extérieur. Alors, il n'y a pas de son, c'est normal. Donc là, il montre juste c'est Outlook exposé à l'extérieur, donc c'est un web access, sur une adresse OK. Maintenant, ça c'est le pirate, ou c'est un robot qui fait ça tout seul dans son coin. Alors il lance un script, un programme informatique, ça qui est préparé à l'avance. Ce genre de choses, des fois, comme j'ai dit, se déroule automatiquement. Et maintenant ça tourne, et d'ici 30 secondes, il aura accès à votre messagerie. Alors, ça tourne un tout petit peu. C'est normal si vous ne comprenez pas ce qui se passe à l'écran. Là, il a accès à la page racine, c'est-à-dire de la messagerie, c'est-à-dire qu'il a accès déjà au serveur. Et puis, c'est en train de se terminer. Voilà, c'est fini. Et maintenant, il est administrateur de la machine. Donc là, ce qu'on voit, il fait la commande « Who I am », « Qui suis-je ?» Et ça répond « NT, autorité, système ». C'est le niveau de permission de Windows qui est système admin, administrateur. Et puis ça, c'est juste pour expliquer qu'il a des adresses IP différentes, donc ce n'est pas un essai sur la même machine. Voilà. Donc ça a pris 45 secondes. Ça, c'est ce qui s'est passé cet été. Tous les problèmes de messagerie et tous les ransomware sur Exchange se sont dus à cette faille. Et il y a une faille, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que votre messagerie n'était pas à jour. Vous n'avez pas patché la messagerie, en l'occurrence ici Exchange ou d'autres outils. Voilà. Et ça, c'est gênant parce que vous ne faites rien, où il n'y a pas d'erreur humaine liée à cette attaque. Un autre type d'attaque, c'est ce qu'on appelle en français la chaîne d'approvisionnement. Vous avez peut-être entendu parler du mot anglais supply chain attack. C'est aussi très gênant ou très vicieux.
Parce que là, l'idée, c'est que le pirate va attaquer un de vos prestataires de services, un de vos fournisseurs informatiques. Et il va modifier un logiciel que vous utilisez en entreprise, mais qui n'est pas votre responsabilité. Alors, il va modifier Office, Word, enfin bon, évidemment, ils ne font pas sur ça, mais et là, le problème, c'est que ce n'est pas votre faute en interne, vous n'avez rien fait. Pour que vous compreniez un tout petit peu ça, un exemple, il y a quelques exemples ici, mais Asus, donc Asus c'est un fabricant d'ordinateurs, en 2019 ils se sont fait pirater leur système de mise à jour. Et donc des dizaines de milliers de laptops Asus en 2019 ont reçu une mise à jour qui était en fait un virus. Et l'utilisateur final, voilà, mise à jour, je le fais, et hop, non, c'est un virus. Alors il y a l'attaque la plus importante, on dit la SolarWinds l'année passée en 2020, c'est l'attaque informatique la plus grande et la plus puissante qui ait jamais eu lieu. C'est un petit peu la même chose que Kesaya qui a eu cet été. Ces deux entreprises fournissent des outils de gestion de parcs informatiques. Donc c'est des outils qui permettent de mettre à jour des PC, de déployer des nouveaux postes, de mettre à jour les droits, etc. Et ces entreprises se sont fait pirater et ils ont eu leur outil modifié par les pirates. Et là, il y a eu une fois 18 000 clients, une fois 1500 clients touchés par ça. Mais le problème, c'est que ces clients, ce sont des entreprises qui gèrent d'autres entreprises. Et donc ça s'est déployé sur des centaines de milliers de postes, tant l'année passée que aussi cet été. Et ça, alors là, vous n'y pouvez absolument rien du tout. Et vous vous retrouvez avec un chiffrement, avec un rançongiciel qui est actif sur votre parc informatique et vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas d'où ça vient. Voilà. Et puis, une dernière façon de fonctionner, alors là, qui n'est pas comment vous infecter, mais quand ils sont en train de faire un chiffrement, il y a ce qui s'appelle le chiffrement intermittent. Donc, si vous avez un rançongiciel, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais je pense que tout le monde le sait maintenant, le but, c'est de chiffrer les fichiers pour que vous n'ayez plus accès et qu'on vous demande une rançon. Bien là, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils vont soit chiffrer une ligne sur deux, soit une petite partie du fichier, pour le rendre illisible, donc vous ne pouvez pas l'ouvrir, vous ne pouvez pas l'utiliser, mais les antivirus classiques n'arrivent pas actuellement à détecter ce genre de façon de fonctionner, ou très mal. Et puis surtout, c'est beaucoup plus rapide à chiffrer. Donc on a beaucoup moins de temps, besoin de beaucoup moins de temps pour infecter toute une entreprise, et donc on est moins facilement détecté. Voilà, ça c'est donc des manières d'attaquer, de se faire attaquer, qui sont actifs depuis une année, 2 ans on va dire maintenant, et qui prennent vraiment de l'ampleur. Et là, comme je disais au début, le problème c'est qu'il n'y a plus toutes ces étapes, entre guillemets, faciles pour détecter ou pour bloquer ces rançongiciels. Et donc là, il y a besoin de changer un tout petit peu ça. Et puis, les pirates, c'est des gens très intelligents. Hein. Je pense qu'ils sont même plus intelligents que nous tous réunis ici. Donc ils se sont dit, bon, on chiffre les fichiers, on demande une rançon. Mais on a accédé aux données de l'entreprise. Intéressant. On a accès à toutes leurs données. Eh bien, si on faisait une rançon ou une autre façon de dire, OK, je publie ces données ou je vends ces données, à moins que vous me versiez de l'argent en plus. Voilà, et ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant, cette année, fin d'année passée. C'est toutes les affaires que vous voyez un petit peu sortir, la ville de Rolle, enfin la commune de Rolle, pardon, pour ne pas la citer, c'est exactement ce genre de choses. Un rançongiciel, d'accord, classique, ok, on est chiffré, mais les données sont ensuite publiées, vendues ou demander une rançon en plus. Et voilà, donc là, il faut d'autant plus se protéger, et c'est clairement le double effet qui se coule. On se fait avoir une fois, et on se fait avoir une deuxième fois. Alors, là, on a vu les nouvelles façons de fonctionner, ou un petit peu comment les pirates vous attaquent maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous protéger, ou en tout cas, pour agir un petit peu différemment? Ben, il faut justement penser différemment. Et tout d'abord, il faut changer de périmètre. La sécurité doit être heuristique, c'est un mot que j'aime bien, il sonne bien, hein. Personne ne comprend ce que ça veut dire, mais je trouve joli. Non, la sécurité, elle est globale. Ça doit concerner toute l'entreprise, transverse sur tous les départements, parce que juste un gars de l'informatique dans un coin qui fait de la sécurité, eh ben, il ne va pas arriver à empêcher tout ça. Ensuite,
malheureusement, les antivirus classiques, gratuits, voilà, eh bien, ce genre de menaces, ils sont à la peine. Ça, il faut être clair. Avoir un antivirus simple, actuellement, ça ne vous protégera pas contre ça. Donc, il y a des nouveaux outils qui existent depuis déjà pas mal d'années avec des mots-clés comme MDR, EDR, XDR, voilà. Enfin bon, on ne va pas entrer dans les détails de ces différents outils, mais sachez que si vous voulez bien vous protéger, là, il faut passer sur des nouvelles générations d'antivirus ou d'outils de protection. Et globalement, en fait, on arrête de penser sécurité périmétrique ou défense périmétrique. Qu'est-ce que ça veut dire périmétrique? On protège, si je fais une analogie avec votre maison, votre garage ou votre pré ou votre vigne, vous mettez une barrière autour. Vous protégez votre périmètre. Ça maintenant c'est fini, en tout cas ça change. Il faut protéger vos données. Quelles sont les données que vous voulez absolument protéger? Les données sensibles, les données d'entreprise, les données critiques pour votre business. Et entre guillemets, les autres données, voilà. Si on se fait pirater, on aura perdu les autres données. Mais vous devez absolument penser données. C'est maintenant, voilà. Il y a un concept qu'ici, bon, je ne vais évidemment pas parler ou pas développer, mais que Google a développé il y a une dizaine d'années, qui s'appelle le Zero Trust Security, qui est l'idée justement, c'est, voilà, on laisse passer, mais on sécurise les données. Et globalement, dans les outils, sur des firewalls, sur des systèmes de protection, avant on disait, on ouvre tout, comme ça c'est facile pour l'utilisateur, puis quand on voit qu'on a un problème là, on va couper ça, quand on a un problème là, on va couper ça. Non, ça c'est fini. Pour empêcher ce genre de choses qu'on a décrit avant, il faut plutôt bloquer, alors pas tout, mais un maximum. Et quand les utilisateurs, je vais aller sur Facebook, d'accord, on l'a bloqué, tu as besoin, c'est un besoin métier, c'est important, on va te l'ouvrir. Mais on ouvre pour une personne, pour un département, pour un service, pour un groupe, on n'ouvre pas pour tout le monde. Et de base, on bloque, parce que ce qu'on ne connaît pas, eh bien, c'est peut-être dangereux. Voilà, donc le périmètre, les paradigmes, ça, c'est des réflexions au niveau de la direction, au niveau de système informatique, il faut vraiment intégrer parce que ça va vous aider pas mal. Alors, bon, les impacts en entreprise des rançongiciels, ça existe depuis 15 ou 20 ans, perte d'image, l'argent, etc. Je voulais juste mentionner ici un point important que peut-être, même si vous êtes censé le savoir, mais peut-être que vous ne le savez pas encore bien. L'année prochaine, la loi suisse sur la protection des données alors elle a été révisée, mais va entrer en vigueur. Et depuis 2017, la RGPD au niveau européen est en vigueur aussi. Et vous avez, en tant que chef d'entreprise, la responsabilité d'annoncer toutes les attaques informatiques et tous les impacts que vous avez eus. Et donc en Suisse, à partir de 2022. Ça veut dire que vous devez connaître qu'il y a une attaque, que vous devez avoir les outils, vous devez être une équipe, etc. Lors d'un chiffrement, on a dit le business, la perte de données, ça je crois que tout le monde le connaît. On regardera rapidement après sur le cas. Mais la RGPD et la LPD, ça, intégrez-le bien. En Suisse, l'amende sera de 250 000 francs. En Europe ou sur la RGPD, c'est 20 millions ou 4% du chiffre d'affaires mondial. À noter ici une petite chose qui n'est encore pas claire puisque la loi doit encore passer au Parlement. Alors, en Suisse, il y aura une sanction pénale pour le responsable, que ce soit informatique ou d'entreprise, et une peine de prison possible pour infraction à la protection des données. Et ça, il n'y a pas dans la RGPD, c'est des amendes d'entreprise. Mais en Suisse, il y a une peine pénale qui est prévue. Donc il y a aussi un impact pour vous, pour chacun d'entre nous. Alors, la prévention, des petites informations très générales, mais globalement, mettre à jour. Vous avez des vulnérabilités, eh bien, ça veut dire que vos outils ne sont pas à jour. Alors, ce n'est pas toujours du 100%, mais si on fait des mises à jour, eh bien, on est protégé, ou en tout cas, on diminue énormément le risque. Former les utilisateurs, malgré tout, c'est toujours un vecteur d'entrée, mais surtout les équipes informatiques, puisque même s'il y a du monde, il y a une équipe informatique, le côté sécurité n'est pas souvent maîtrisé ou n'est pas connu. Des personnes responsables doivent être disponibles. Là, je ne vais pas parler du cas de Roll, parce que j'avais 5 slides complets. Non, il y a tellement de choses qui sont passées avec Roll qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais juste pour mentionner ça, le vendredi après-midi, 3 personnes, 1 de la commune et 2 du fournisseur qui gérait l'informatique de la commune de Roll, ont reçu une alerte en disant « Attention, probablement rançongiciel en action ». Le prestataire externe, les 2 étaient en vacances. La commune de Roll, je pense, qui était déjà à l'apéro. Résultat des courses, ils ont eu une alerte le dimanche à midi quand tout était déjà chiffré.
alors qu'ils le savaient plus ou moins depuis vendredi. Voilà, les personnes responsables n'étaient pas disponibles, les systèmes. Donc voilà, vous voyez, l'être humain, quelque part, il est toujours là, il y a toujours une raison, enfin, il y a toujours une raison de l'être humain, heureusement, encore. Ensuite, une mesure très simple au niveau technique, c'est bloquer toutes les fonctions de Windows qui sont dangereuses. Les macros d'Office, ça c'est la pire calamité en termes de sécurité. Bon, après, il y a des choses techniques, mais les scripts, les PowerShell, tout ça. Ça, seulement des administrateurs système, des personnes compétentes sont censés utiliser, pas n'importe qui. Donc si vous avez tout d'un coup un PowerShell qui se lance et que ce n'est pas votre informaticien, c'est que vous êtes attaqué. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui est assez facile. Également, bloquer le trafic Internet suspect, c'est ce que je disais avant. Bloquez un maximum et ouvrez en cas de besoin et faites pas l'inverse. Ça vous évitera beaucoup de soucis. Maintenant, la prévention avant, c'est bien, mais il faut aussi penser à l'après. En gros, on dit maintenant, la question n'est pas de savoir est-ce qu'on va se faire pirater, la question est de savoir quand est-ce qu'on va se faire pirater. Et ça, c'est vrai. Alors là, c'est nos 20 secondes de publicité. On a mis en ligne un questionnaire pour évaluer votre maturité de cybersécurité ou vos processus en entreprise. Le lien, il est sur les QR codes que vous avez sur les bannières derrière pour l'apéro après. Vous pourrez les flasher directement. Ce qui permet d'avoir une petite idée. Et puis bon, aussi le lien sur nos services en sécurité pour vous accompagner. Mais ce que je voulais dire là, c'est que prévoyez que vous vous ferez pirater. Parce que quand il se passe quelque chose, c'est de la gestion de crise, c'est de la gestion de remise à niveau, c'est ce qu'on appelle en anglais Disaster Recovery Plan, DRP, des choses comme ça. Voilà, il se passe quelque chose de grave, il faut agir. Et ça, il faut s'entraîner. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Voilà, donc la prévention, c'est aussi préparer le pire du cas ou le pire de ce qui peut se passer. Alors pour terminer, justement, un petit mot, mais vous voyez, c'est très très rapide, sur un cas réel qui s'est passé cet été dans la région proche d'ici, pour ne pas dire la région. Mais bref, ce que je voulais dire ici, c'est que c'est une petite PME de quelques dizaines de personnes. Donc la taille n'importe pas. Il ne faut pas vous dire « je suis petit, je ne suis pas la cible des pirates ». Non, une grande partie de ces attaques se font par des robots. C'est des outils, c'est de l'intelligence artificielle, c'est des outils automatiques. Ils scannent tous vos réseaux, tout Internet, toutes vos applications, comme on a vu avant, et vous avez un accès à votre messagerie Web Outlook. Il n'est pas mis à jour, boum, dans les 1 heure, 2 heures, vous avez un robot qui va essayer d'attaquer, qui va faire ça. Donc c'est égal votre taille. Ça, c'est très très important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, une attaque classique, un email reçu en entreprise avec une pièce jointe, un document avec une macro et qui était un virus. Une personne, suffit, l'a ouvert, a exécuté la macro, et là, très rapidement après, le système informatique, il y a eu ce rançongiciel et les fichiers étaient chiffrés. Et donc là, évidemment, tout se bloque. Ce qui était intéressant ici, ça se passe pas toujours comme ça, mais là, il y avait dans le fameux message veuillez payer X Bitcoin pour récupérer vos données, il y avait un petit compte à rebours avec le prix qui augmentait régulièrement. Donc ça, c'est des méthodes marketing pour mettre la pression, pour dire payez vite, parce que sinon c'est plus cher. On a vu aussi des fois, ça fait longtemps que j'ai plus vu, mais il y a des écrans qui disent payez, parce qu'après un moment, on va effacer complètement vos données. Voilà, choses comme ça. Donc ça, c'est comme je disais, les pirates sont intelligents et ils ont sûrement des marketeurs et des spécialistes de psychologie qui sont très forts. Alors dans notre cas, puisque pour conclure, juste qu'est-ce qui s'est passé réellement? Eh bien, l'entreprise a décidé de ne pas payer, ce qui est à mon sens une très bonne chose, et ils ont restauré les sauvegardes. Impact, conséquence, très simple, perte de travail d'1 semaine et environ 5 à 6 jours hommes de travail pour restaurer tout ça, pour remettre en service. Alors maintenant, voilà, réfléchissez, vous voyez qu'est-ce que ça veut dire pour vous. 1 semaine de travail plus 5 à 6 jours de consultant ou de travail interne, combien ça vous coûte? Et pensez aux mesures, en partie certaines que j'ai mis avant, qui ne coûtent pas grand-chose. Je pense que le calcul est assez vite fait. De se dire il faut se préparer à l'avance. Voilà. Alors, je termine. En sécurité informatique, ne croyez personne, ne faites confiance à personne. Ça, c'est une base de notre métier parce que tout le monde peut vous attaquer, tout le monde peut vous pirater. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention, merci à tous. J'espère que...
ça a été. Merci Jérôme. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Il y a des micros qui circulent. Veuillez peut-être juste lever la main si vous avez une question. Moi, je ne vous vois pas, mais je pense que mes collègues vont vous voir. En attendant... il y a une question au fond. Voilà. Attends, il y a un Le micro arrive, ouais. Parce que sinon, les autres ne vont pas entendre. Ouais, bonjour, c'est Johan de Natural pas Martini. Moi, j'ai une question, en fait. Vous dites qu'il faut revenir une semaine avant pour récupérer toutes les données, mais les données, elles sont sauvegardées toutes les X heures. Dans ce cas-là, il se sauvegarder toute la semaine, enfin une fois par semaine. Alors, je ne voulais pas là mettre le doigt ou dire attention là, mais bien sûr que qu'on perde les données d'une semaine, ça veut dire que nos backups ou nos sauvegardes ne sont pas faits assez régulièrement. Donc ça, c'est aussi un conseil, c'est faites les sauvegardes au moins une fois par jour, voire X heures, comme mentionné. Oui, tout à fait. Exactement. Ça veut dire qu'on pourrait, dans les 24 heures qui précèdent l'attaque, récupérer toutes les données. Si vous avez configuré ça correctement, si vos systèmes de sauvegarde fonctionnent, si vos informaticiens sont compétents, oui. Mais ce n'est pas toujours le cas. Oui, alors oui, une remarque ici, c'est que là c'est pas forcément dans ce cas-là que j'avais pas la place pour le mettre, mais que les sauvegardes étaient faites qu'une fois par semaine, mais simplement entre le moment où l'attaque s'est faite et l'intervention et les jours qui se passent pour restaurer, pour arriver, voilà, on va pas pouvoir travailler pendant un certain temps et on va perdre un certain nombre de jours. Voilà. Mais oui, la règle est faites des sauvegardes le plus régulièrement possible, parce que si jamais vous devez perdre quelque chose, eh bien vous perdez un minimum. Une question en ligne. Jérôme, donc si la gestion du système informatique est déléguée à un prestataire, là il y a une question de droit finalement. Quelle est la responsabilité de ce prestataire informatique en cas de vol de données? Qui est responsable et qui est coupable? Alors, ça c'est normalement défini dans le contrat que vous avez avec le prestataire. Donc je dirais oui et non, enfin les deux. Si c'est pas bien spécifié ou si voilà, le prestataire peut être responsable, mais en termes de protection des données, donc sur la LPD, ça faut être clair, c'est l'entreprise. Parce que ça c'est ce qui s'appelle un fournisseur ou un sous-traitant. Et en termes de RGPD et de LPD, la loi suisse, c'est clair, l'entreprise est responsable de ses sous-traitants. D'accord ? Maintenant, est-ce que l'entreprise pourra se retourner contre le prestataire? Est-ce qu'il y a un cadre légal d'amende, enfin de compensation? Mais au sens de la protection des données, l'entreprise est responsable, quel que soit ce que fait le prestataire. Ok, merci beaucoup. Y a-t-il une autre question? J'en vois une là devant. Deux. Alors, le premier qui parle, il a gagné. Oui. Bonsoir. Les deux en même temps. Oui. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir, Alain Soudan. Concernant l'infection, ça pourrait être une infection avec une action latente. Et peut-être on pourrait avoir une infection qui a été faite 6 mois ou une année en arrière. Oui. Et puis nos backups, elles ne sont pas valables du coup, puisqu'on va les remonter et puis oui. Ça va re-enclencher, on va peut-être se retrouver dans le même processus. Alors comment on peut gérer cet aspect-là? Alors ça c'est difficile, il n'y a pas de très bonne réponse, mais en gros le problème, votre problème c'est quand le chiffrement commence. Donc mettons qu'il y a 6 mois vous vous êtes fait pirater, infecter, qu'il y a un virus ou qu'ils sont dans votre entreprise. Pendant ces 6 mois, vous travaillez, vous avez vos données. Et à partir d'un moment, vous appuyez sur le bouton puis dire maintenant je fais le chiffrement. Votre restauration, elle va être à partir de ce moment-là pour vos données. Maintenant, votre système informatique, il est toujours infecté. Donc là, en effet, il y a peut-être des configurations ou des choses à faire de revenir plus loin. Mais si on parle strictement de données, c'est à partir du moment où le chiffrement commence. Donc là, on n'a pas ce souci, même si on s'est fait pirater il y a 6 mois. Ok, merci. Oui, Léger Laurent, bonjour. C'est un peu la même question, c'était de savoir si les sauvegardes en fait peuvent être chiffrées ou pas, ouais. Lorsqu'on a des sauvegardes. Alors ça, c'est une très bonne question, ou c'est une très bonne remarque. Oui, clairement. Alors, on a une évolution, je ne l'ai pas mis là, parce que c'est un petit peu technique, mais il y a une évolution qu'on voit depuis ces dernières années. C'est maintenant les virus ou les rançongiciels ciblent d'abord les serveurs de fichiers et les sauvegardes. Il y a des outils connus, des leaders de marché de sauvegarde, et les rançongiciels ont des modules spécifiques pour aller chercher ces serveurs, pour exploiter des vulnérabilités de ces serveurs et pour vous effacer vos sauvegardes. Donc oui, les sauvegardes sont la cible de ce genre d'outils, en tout cas les virus les plus perfectionnés.
Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment séparer, avoir des droits. Il y a tout un système, il y a tout plein de règles au niveau des sauvegardes. Il y a la règle qui s'appelle les 3-2-1, c'est-à-dire qu'on a 3 copies de vos données, 3 fois toutes les données, sur 2 systèmes différents, donc 2 sites géographiques différents, et avec un outil qui... Voilà, enfin, il y a des règles qui font qu'on va essayer d'éviter ça. Mais c'est une très bonne remarque parce que oui, les rançons logicielles maintenant s'attaquent aux sauvegardes aussi. Une question en ligne, ou dans la salle, mais en ligne. Est-ce qu'un service tel que OneDrive est plus sûr? Oui, alors je m'attendais à la question du cloud. Alors, ma règle, c'est le cloud, c'est le mal. Mais ça, c'est ma règle à moi. Non, pas très corporate. Hein. Non, alors je complète ma phrase. Le cloud, c'est le mal quand les utilisateurs ne savent pas l'utiliser. La situation, elle est simple. OneDrive, Microsoft, ils ont des milliers d'ingénieurs, ils ont des milliers de personnes qui travaillent, donc ils seront évidemment au top, ils seront sécurisés. Ils pourront faire 100 fois mieux, 1000 fois mieux que nous, que n'importe qui de vos informaticiens. Le problème, c'est qu'ils mettent à disposition un outil cloud qu'au final, il y a des utilisateurs chez vous qui vont utiliser, il y a des informaticiens de votre prestataire ou de votre entreprise qui va configurer. Et toutes les attaques, les vols de données qu'on voit sur des solutions cloud, c'est des informaticiens ou des utilisateurs qui ont fait « Oh, ça c'est tout mon fichier client avec tous les prix. Bon, je publie, disponible pour tous, mis sur un répertoire public. » Bah oui, évidemment qu'après on va se faire voler nos données. Donc c'est pas le cloud en tant que tel qui est le mal, ou c'est pas, enfin c'est mieux sécurisé, mais c'est comment, on l'utilise. Et ça, malheureusement, les gens encore une fois, sont pas formés, tant les informaticiens que les utilisateurs. Et ça, c'est pour ça que je dis ça pose des problèmes, mais c'est pas l'outil en tant que tel. Merci beaucoup. Une dernière question. Ici devant, oui, j'avais tout devant. Dans le pire des cas où on va sur le darknet, qu'est-ce qu'il faut s'attendre en fait de la publication de données sur le darknet? Ça donne quoi en fait en publication sur le darknet? Alors bon, c'est divers et varié. Alors ça, je suis pas un expert d'aller explorer le darknet. Nous, on est plutôt soit en prévention, soit d'aller récupérer après. Mais le darknet, c'est plutôt des écrans, on va dire noir, blanc, vert. Enfin, c'est du texte et puis on peut télécharger des bases de données, des fichiers. Il y a des forums, il y a des choses, mais c'est pas très, comment on dit en français, user-friendly. Hein. C'est vraiment pour des informaticiens, sans parler du moyen d'y accéder, puisque c'est des outils très compliqués qu'il faut installer. Enfin voilà, c'est pas facile. Mais le darknet, c'est juste en fait Internet il y a 25 ans, si on veut. C'est des adresses IP avec des listes, des fichiers texte et des fichiers en gris, en noir-blanc, en fond vert. Enfin voilà, c'est un peu ça. Ouais. Mais c'est pas. Enfin, il y a par exemple, si vous voulez surveiller l'activité liée à votre entreprise sur le darknet ou ce que font les pirates, il y a des entreprises spécialisées qui, elles, font ça jour et nuit, vont surveiller, vont s'enregistrer sur ces forums, vont essayer de demander des informations. Et puis là, vous pouvez être renseigné. Est-ce qu'il y a une activité pour votre entreprise, mais par vous-même, on peut aller par curiosité, mais je pense que c'est pas très intéressant.